Salut à tous, bienvenue sur le petit plateau qui se met en mode spécial, en mode à la française aujourd'hui. Pour en discuter comme à chaque épisode, eh bien, j'accueille mes deux compères Alexis et Damien. Salut les copains. Salut tout le Salut monde. Romain, salut. Et alors, nous avons la chance d'avoir un invité extraordinaire. Il s'agit de Cyril Saugrain. Bonjour Cyril. Hi, salut à tous les trois, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas Cyril Saugrain, Cyril, on rappelle, hein, ancien coureur professionnel pendant 10 ans, hein, entre 1994 et 2003, vainqueur d'étape sur le Tour de France, c'était en 1996 au lac de Madine. Oh, il part de très loin, Saugrain. Saugrain-Nélissen, il prend un risque énorme, mais c'est de loin. Est-ce que Saugrain va résister? Oui, Saugrain qui gagne. Extraordinaire. Saugrain-Nélissen, Yarman, Eulot. Ça, c'est inouï. Incroyable. Tu as également, après ta carrière, commenté, tu commentes toujours d'ailleurs, hein, les courses cyclistes sur l'RTBF avec Rodrigo Benkens. Et par contre, ce que peut-être moins de gens savent, c'est que tu es directement lié au développement des vélos chez Decathlon, de la branche vélo chez Decathlon, dans un premier temps avec le village Between, et aujourd'hui chez Van Rysel. Alors Van Rysel, c'est une marque dont on a beaucoup parlé ici en début de saison, et pour cause, puisque Decathlon aujourd'hui sponsorise une équipe, AG2R, qui réalise un début d'année fantastique. Et aux yeux de pas mal d'observateurs, c'est dû en grande partie au changement de vélo, et donc à ces fameux vélos Van Rysel, toi qui es un peu l'ambassadeur finalement de ces vélos. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quel est le secret de ces vélos de marque Van Rysel? Ouais, il y a pas vraiment de secret. Je pense que c'est comme dans tous les domaines, à partir du moment où on fait les choses de façon consciencieuse, avec l'envie de bien faire. Le projet de pouvoir accompagner une équipe professionnelle a débuté il y a un peu plus de 3 ans, à la création de cette équipe, de ce projet Van Rysel, qui était dans un premier temps l'offre Véloroute Performance distribuée chez Decathlon. Je me souviens qu'on avait fait le lancement de la marque sur le salon qu'il y a à Tournai, Vélofolies. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, on avait fait venir sur le plateau Arnaud Delis, Ah. puisque moi, je m'occupais en fait des partenariats techniques. Et du coup, on accompagnait depuis bien des années le projet de la U19 Racing Team, la Between U19 Racing Team. Il faut quand même bien noter que ce projet-là, qui est aujourd'hui l'équipe réserve de AG2R, est né en 2008 ou 9. Pour l'histoire, le seul groupe qui a voulu soutenir ce projet-là, c'était le groupe Decathlon et Between. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes pro pour l'accompagner à ce moment-là. Et puis les choses ont grandi. Alexandre Chenives, qui travaille sur ce projet, a travaillé de façon admirable. Et du coup, moi, j'avais eu la chance d'accompagner ce projet, puisque je m'occupais des partenariats pour Between à l'époque. Et j'avais rencontré, par l'intermédiaire de Lionel Lachelan, qui est notre relais en Belgique pour les magasins Decathlon, qui est très proche du CC Chevigny et qui était de fait très proche d'Arnaud Delis. Il nous avait dit il y a un petit jeune qui marche bien, ce serait quand même bien de l'équiper. Et du coup, on avait équipé Arnaud Delis avec des chaussures, et il avait été champion de Belgique sur route, et on lui avait fait à l'époque l'ancien vélo aux couleurs de champion de Belgique. Et donc, du coup, la marque Van Rysel, qui se voulait être une marque plutôt performance, a commencé à construire un projet. Et ce projet était de développer des vélos performance et de pouvoir réintégrer demain une équipe Pro Tour. Très difficile. On savait qu'en restant sous l'entité Between, ça serait compliqué. C'est pour ça qu'on a à l'époque réfléchi à un nouveau naming. C'était une fois de plus à l'écoute de nos clients que l'on a bien compris que les gens voulaient autre chose que Between, qui était le même vélo que des vélos enfants, qui était la même chose que des vélos route, ville, je veux dire. Donc, les gens ne se reconnaissaient pas les coureurs cyclistes ne se reconnaissaient pas dans cette marque. Et à l'époque, avec Nicolas Piron, donc le patron de la marque, moi, je chapeautais un petit peu la com. Eh bien, on a commencé à lancer un projet de se dire quel nom. Donc, il y a toute une équipe de communication qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Et il y a eu plein de noms, dont Van Rysel. Et on avait trouvé que ça faisait beaucoup de sens, puisque Van qui veut dire deux, Rysel qui veut dire l'île,
de Lille, ça faisait vraiment beaucoup de sens puisque nos vélos sont fabriqués, imaginés, pensés, conçus à Lille, au centre de conception au Bitume Village. Après, on a commencé à le poser en termes de design et c'est vrai que c'est une marque qui se pose aussi très bien. Elle vit bien sur un vélo, elle vit bien sur un textile. Donc, elle avait toute la légitimité pour bien vivre. Donc, la marque Van Rysel est née un petit peu comme ça. Et on a commencé à écrire le projet de cette marque et le projet de ce qu'on voulait faire de la marque Van Rysel. Et on s'était dit comme rêve, et je vous le dis à vous, c'est presque un secret que je vous livre là, hein, mais en espérant qu'il devienne réalité un jour. Le rêve, quand on a lancé la marque Van Rysel, on avait fait une sorte de brainstorming à plusieurs et on était ressorti de là avec un rêve et on avait créé la une de l'équipe et ce sont les vélos Van Rysel. C'était un coureur avec un vélo Van Rysel qui gagnait Paris-Roubaix et on avait titré Van Rysel sur ses terres. Je souhaite qu'un jour ça devienne réalité. Euh, je pense que cette année, c'est pas inenvisageable de gagner Paris-Roubaix. Mais donc voilà, c'était le rêve et on voulait aller vers le meilleur. Dans un premier temps, on a fait un partenariat technique, vous l'avez vu plutôt sur le textile avec Cofidis. Mais il y a 2 ans, on avait commencé à prendre aussi des contacts avec le projet de Vincent Lavenu, parce que Vincent Lavenu avait déjà travaillé avec Decathlon il y a plus d'une dizaine d'années. Et on avait plutôt des atomes crochus, on avait une vision, on avait des valeurs communes. Et c'est ce qui nous rapprochait un petit peu de Vincent et de ses équipes. Donc, on a pu discuter avec Vincent, avec Magali, la fille de Vincent, qui gère toute la partie partenariat et communication aussi. Et alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne travaille plus pour Van Rysel. Je travaille bien toujours chez Decathlon, mais sur un autre projet. Et pour me remplacer, on a décidé de taper en externe, ce qu'on fait très rarement chez Decathlon. On va plutôt chercher des collaborateurs en interne. Et on a demandé à Marion Gachy, qui connaît très très bien le vélo. Moi, c'était mon conseil, c'était leur dire, moi, les portes que je pouvais ouvrir, il faut garder quelqu'un qui est impliqué dans le monde du vélo parce que y aller avec Decathlon, c'est déjà pas très simple. Et si vous y allez avec Decathlon et avec des gens que personne ne connaît, les portes vont pas s'ouvrir aussi facilement. Et donc, du coup, c'est Marion Gachy qui m'a remplacé, qui a pris le relais sur le projet. Et puis, voilà, les choses sont arrivées. Les vélos, avec un ingénieur qui était d'ailleurs tout jeune, c'est un jeune ingénieur qui s'appelle Louis Defoe, qui est arrivé il y a maintenant, j'aurais dit 4 ans chez Decat, plutôt en stagiaire, et qui a pris le lead après sur ce projet-là et qui a décidé de faire le vélo le plus rapide du monde, on va dire, en tous les cas. Donc, il y a eu un bench qui a été fait. On a testé en soufflerie et en essai. Ils ont fait tester tous les vélos du Pro Tour pour savoir lequel était le meilleur. Et ils ont pris le meilleur dans tous pour faire un vélo et faire en sorte que ce vélo soit le meilleur de tous. Donc, de mémoire, les premiers tests en soufflerie, donc avant que le vélo roule, sortait le Van Rysel comme étant le meilleur vélo en termes d'aéro. Après, ils l'ont équipé, ils ont continué de l'améliorer. Il y a eu des tests avec des coureurs pour pouvoir tester ces vélos. Moi, je sais que j'ai roulé pour la première fois avec ce vélo au mois de avril 2023. Alors, j'ai été très agréablement surpris. Moi, mon avis, c'était que ce vélo était vraiment top, mais j'étais certainement pas le meilleur des testeurs. Et je sais que les coureurs qui l'ont testé, et entre autres les coureurs d'AG2R qui ont pu faire des tests en amont, en étaient eux super satisfaits. Donc voilà pourquoi et comment on en arrive là, avec l'envie de bien faire. Il y a la chance, et il faut le dire, qu'on a derrière un groupe qui a les reins solides. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a une R&D qui est terrible chez Decathlon. On a probablement une des meilleures recherches et développements du monde dans le terme du sport. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'esprit de beaucoup de gens, Decathlon, ce sont des produits premier prix et pas chers et ça va très bien. C'est ça, en partie. C'est l'accessibilité au sport, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi du top produit dans le cyclisme. Très dur de faire son trou dans le cyclisme. Les chaussures qui arrivent maintenant sont encore vraiment au top. Je reviens un petit peu en arrière, mais le partenariat avec Nance Peters, Nance Peters a appartenu à la Between U19 Racing Team en 2011. Je pense qu'il est rentré dans ce projet-là. Et c'est un coureur qui a tout de suite montré de l'appétence quand il était très jeune dans le développement, la recherche et le développement. Et il est devenu testeur pour les chaussures Van Rysel, je dirais en 2012 ou 2013. Et il a toujours roulé avec nos chaussures depuis. Donc la chaussure qui est sortie cette année en 2023-24, là, celle qui vient d'arriver, c'est une chaussure qui a été développée avec Nance Peters depuis plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment le fruit de collaboration. Donc, quand je vous dis que c'est du travail au long cours,
il y a certes de la R&D, et puis il y a eu ce petit jump et cette volonté de Decathlon d'aller vraiment dans ce monde-là. Et bah oui, derrière, il y a tout de suite les moyens qui sont mis pour qu'on arrive à développer de belles choses. Et quand on a la conscience et l'envie de faire bien les choses, bah, on propose de bons produits. Et l'idée, c'était vraiment de satisfaire les coureurs. Et c'est la seule chose qui a, motivé les équipes. C'est de faire des très très bons produits. Et c'est vrai que quand on écoute les analyses des coureurs aujourd'hui, je dirais que le pari est réussi. Oui, j'ai écouté un podcast où il y avait Oliver Nassen et fatalement cette question du vélo est venue et tu disais que c'est pas facile de s'imposer dans le peloton, etc. Et lui disait qu'il y a une énorme curiosité en fait dans le peloton et hors du peloton d'ailleurs. Il disait qu'ils sont beaucoup interrogés même par le peloton professionnel sur les vélos Van Rysel. C'est vraiment la grosse curiosité de ce début de saison en fait. Et lui disait que effectivement le vélo pesait beaucoup dans les performances. Il expliquait que l'entraînement, je vais résumer ici, mais il disait on fait tous quand même plus ou moins les mêmes choses, etc. Et donc, oui, dans les gains marginaux, il y a le matériel et le vélo avait vraiment une importance prépondérante. En tout cas, c'est ce qu'Oliver Nassen disait. Oui, mais c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de défiance. Vous arrivez avec un spé dans le vélo, tout le monde vous dit bah, vous avez un top vélo, super. Et là, il y a une défiance, il y a des gens qui ne veulent pas rouler, il y a encore des gens qui disent ah, non, mais je ne roulerai jamais sur un vélo Décathlon. Avec leurs croyances qui sont pas plus légitimes que ça, parce que si on connaît un petit peu le vélo, on se rend bien compte que ce qui fait en grande majorité la différence, c'est quand même la force que vous avez dans les jambes. Et des fois, j'entendais des gens qui me disaient ah, mais moi, je ne peux pas rouler sur un Décathlon. Ouais, quand tu développes 250 watts, il n'y a pas de souci, tu peux rouler aussi sur un Décathlon. Donc, non, mais le problème, il n'est pas que là. Donc, il y avait beaucoup de croyances autour de ça. Il y a des gens qui ne voulaient pas. Je ne dis pas que les vélos d'avant étaient aussi bons. Ça, c'est sûr qu'il y a eu encore un gap de fait. Et le travail par les équipes de Van Rysel, les ingénieurs de Van Rysel a été extraordinaire parce que ils ont fait en sorte de faire le meilleur des vélos. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, cette légitimité, elle arrive petit à petit. Attention, rien n'est jamais acquis. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de steps à franchir. Mais il y avait forcément une défiance. Je me souviens quand on avait donc signé le partenariat, on était avec Nance Peters, mais qui n'était pas très connu. Mais on avait signé Jean-Christophe Perrault. Et l'année d'après, Jean-Christophe Perrault avait roulé avec nos chaussures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous retrouvez peut-être des images, mais c'était des chaussures Between à l'époque, puisque c'était encore pas Van Rysel. Et il avait une chaussure bleue, une chaussure rose. On avait fait ça à l'époque quand je gérais le partenariat pour choquer, pour attirer un petit peu l'attention. Et il avait fait gagner, je crois, une étape au Critérium international. Et on avait parlé de ses chaussures bleues et ses chaussures roses. Donc voilà, le Jean-Christophe était déjà convaincu de pas mal de choses. Il a bossé pas mal de temps avec nous, Jean-Christophe. C'est quelqu'un qui est aussi très penché sur le développement, sur le partenariat. Ce qui anime Decathlon depuis des années et des années, c'est ce qu'on appelle, nous, le partenariat technique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une collaboration entre des sportifs de haut niveau, des ingénieurs de chez Decathlon, spécialistes du vélo, pour faire en sorte de faire le meilleur des vélos possibles à rouler et le rendre le plus accessible possible pour nos clients. Donc, quand on a cette alchimie-là et qu'on a envie de satisfaire quelqu'un, on fait souvent de bons produits. Et petit à petit, l'oiseau va faire son nid, les coureurs vont être stupéfaits potentiellement des résultats, parce qu'il y a les coureurs d'AG2R qui disent du bien de ce vélo-là, mais il y a aussi les coureurs de Van Rysel, Roubaix, Lille Métropole qui sont hyper satisfaits. Donc, ça veut dire que c'est pas que une équipe qui en est satisfait, c'est ceux avec lesquels, c'est tous les coureurs qui utilisent ces vélos-là qui sont plutôt satisfaits. Donc tant mieux pour Decathlon, tant mieux pour Van Rysel, que ça continue et qu'ils gagnent de belles courses. Et on sera tous heureux s'ils gagnent Paris-Roubaix. Vous aurez eu une exclusivité dans le projet Van Rysel. Et Van Rysel-Roubaix, juste pour l'anecdote, qui finalement a été la première des deux équipes, je parle ici de Decathlon aussi, à gagner cette année, avec Samuel Leroux. Exactement. C'est lui qui rapporte la première victoire pour Van Rysel cette année. Et comme tu dis, Cyril, le rêve de gagner par Roubaix, ça reste envisageable, parce qu'à G2R Decathlon, ça marche plutôt bien en ce moment. Le cyclisme français, en règle générale, il marche plutôt bien aussi, donc je me permets de faire la transition. Nous, il y a un exercice qu'on aimerait beaucoup faire avec toi, Cyril, c'est un état des lieux du cyclisme français qui nous a l'air en pleine transition entre nouveaux phénomènes qui arrivent, qui explosent même, et fin de cycle. On aura l'occasion de reparler de ces deux cas-là. Et qui dit fin de cycle dit aussi retraite de certains coureurs.
Et justement, nous, d'un point de vue extérieur, ce qui nous a vraiment frappé, c'est la dimension absolument énorme avec laquelle, Thibaut Pinot a su, conquérir le cœur des Français, notamment en comparaison avec d'autres grands champions de sa génération. Et on a aussi l'impression, en tout cas via les suiveurs avec qui on peut discuter sur les réseaux, que, les Français sont un petit peu à la recherche, du successeur de Pinot. Du coup, on se pose 2 questions, déjà comment est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le phénomène Pinot? Et puis aussi, avec toute cette nouvelle génération qui arrive, qui pourrait prendre cette place de coqueluche du cyclisme français? Alors, si je peux me permettre une petite modification, Ouais, le cyclisme français est avant tout à la recherche du successeur de Hinault. ouais, c'est vrai. Pour revenir à Thibaut, euh, succès extraordinaire. Je ne suis pas le plus grand fan de Thibaut, mais c'est un coureur qui sait faire passer l'émotion. Alors, Marc Madiot y est pour beaucoup au début. Parce que quand il gagne sa première étape, Madiot, il est extraordinaire. C'est du Marc Madiot dans toute sa splendeur, comme on aime. Mais voilà, Thibaut, c'est un homme d'exploit. Dites-vous bien que la première année où il gagne à Port-Rentruy, c'est Port-Rentruy, ouais, Port-Rentruy, quand il gagne à Port-Rentruy, il ne doit pas faire le Tour de France. C'est-à-dire qu'il marche très très bien au Tour de Suisse, et là, il convainc Marc de le mettre au Tour de France. Et il fait un très beau Tour de France, je crois qu'il vient faire un top 10 ou un truc comme ça, il gagne cette étape. Bon, c'est un coureur qui court de l'avant, c'est un coureur qui est pétri de qualité, donc voilà, et il fait passer les émotions. Et moi, je suis devenu un peu plus fan de Thibaut, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement. Finalement, quand il abandonne ce Tour de France, que beaucoup le voient gagner, je reste encore sceptique sur cette partie-là. Hein. Le Tour de France, c'était encore 3 grosses étapes. Il y avait encore un grand Bernal qui était là. Donc, il n'y avait rien d'acquis. Il y avait certes du très grand Julien Alaphilippe, mais attention, les grosses étapes qui d'ailleurs n'ont pas eu lieu à la suite, hein, avec les problèmes d'inondation et tout ça. Mais on n'a pas eu la fin de Tour de France estimée cette année-là, mais c'était pas acquis. En tous les cas, il était en bonne posture pour le faire. Et je pense que ce jour-là, la France se voyait un successeur de Bernard Hinault qui finalement, eh bien, en quelques instants, a vu tout tomber. C'est-à-dire que la veille ou l'avant-veille, il gagne cette étape, je ne sais plus quelle c'est, l'arrivée au sommet, magnifique. Et ensuite, 2 jours après, au bout de 15 km de course, il est lâché, mal au genou, il ne peut plus, ça ne va pas. Bon, Thibaut Pinot, c'est ça, c'est un Tour d'Italie où finalement il vient chercher cette 3e place dans une étape dantesque où je crois que c'est Christopher Froome qui retourne la situation, qui vient gagner le Giro. Thibaut Pinot vient lui chercher cette place sur le podium. Et la veille ou l'avant-veille de la course, bronchite, machin bidule, Tour d'Italie terminé. Il ne va pas à l'arrivée, il ne termine pas. Donc c'est encore la grande désillusion. Et il lui est souvent arrivé ces petites choses-là. Et il a souvent su rebondir, ce qui fait la force des grands coureurs aussi. Remco l'année dernière sur la Vuelta, ça ne se passe pas comme prévu, mais après il revient et il en met partout jusqu'à la fin de la Vuelta. Alors quand on a ces qualités et qu'on a les grands leaders pour qui vous n'êtes plus une pièce maîtresse, bah, forcément ça vous donne de la souplesse, et avec ces qualités ça donne beaucoup de belles choses. Mais Thibaut Pinot, dans ses premiers Tours de France, où finalement à un moment il sort aussi du classement général, c'est un coureur qui sait aller regagner une étape, c'est un coureur qui sait aller reprendre un maillot à poids, ce qui fait vibrer le cœur des Français. Et donc, Thibaut a été extraordinaire pour ça. Et alors, c'est vrai que cette sortie en apothéose chez lui, fin de Tour de France, avec le virage Thibaut, il a amené un petit peu, allez, je vais dire, il a amené sur le vélo le bon côté du foot. Ses supporters, ses clans supporters, ses virages, ses machins, ses bidules, ça crie, ça braille. Et il a laissé le mauvais côté du foot, des fois un peu celui qu'on ne voudrait pas voir venir dans le vélo. Et c'est vrai que sur cette étape, ce qui s'est passé, et une fois de plus, il est aux avant-postes, il passe en tête dans le virage devant tous ses supporters, et tout le monde se retrouve après quelques semaines plus tard pour le Tour de Lombardie refaire la même chose. Voilà, c'est un coureur qui procure des émotions. Aurait-il été en mesure de procurer les mêmes émotions s'il avait été en mesure de gagner un Tour de France? Est-ce qu'on court de la même façon ou pas? Ça, pour moi, ça reste une vraie question. Donc, forcément, est-ce qu'on a déjà le successeur de Thibaut Pinot en termes d'émotion?
je ne saurais pas vous dire, parce que on n'aurait pas dit que Thibaut Pinot serait la coqueluche des Français il y a 10 ans. Comme quand Richard Virenque a fait son premier Tour de France, on n'aurait pas cru que Richard Virenque ferait la carrière qu'il a fait sans jamais gagner le Tour de France, en étant 7 fois meilleur grimpeur du Tour. Donc, on a des coureurs qui ont ces qualités-là. Finalement, je me dis que si on veut être le successeur de Thibaut Pinot, on ne pourra probablement pas être le successeur de Bernard Hinault. C'est très bien résumé. Ouais. On s'est déjà dit justement au petit plateau, tu parles de procurer des émotions. On a aussi l'impression en effet que pour le cœur des Français, pour vraiment être l'idole, il faut aussi perdre en fait. Il faut aussi les émotions de tristesse en fait. Le coureur français qui était à l'époque le plus aimé des Français, c'était quand même Poulidor. Voilà. Oui. Et c'était pas Anquetil. Voilà. Ça résume parfaitement la situation. Donc voilà, je pense qu'on aime bien les gagnants. On était fiers d'avoir Julien Alaphilippe, mais un Julien Alaphilippe, on était fiers de l'avoir, mais parce qu'il courait comme un coureur qu'il a toujours été un offensif, mais il n'a jamais couru pour se dire je vais gagner le Tour. Enfin, quand il a ce maillot jaune, il a quand même été très offensif pour aller le chercher, donc on sait qu'il a forcément dépensé de l'énergie à d'autres endroits, et c'est comme ça qu'on avait envie de le voir courir. Honnêtement, je suis toujours resté très sceptique. Pour moi, un Julien Alaphilippe capable de faire un top 5, top 10 dans un tour avec des circonstances favorables, il l'a fait déjà d'ailleurs, mais je le voyais malheureusement, en tous les cas, pas gagner le Tour de France parce qu'il lui manque certaines petites choses et cette capacité à rester tranquille, discret quand il faut l'être, pas participer à toutes les bagarres et ainsi de suite. Alors, vous me direz, aujourd'hui, les deux protagonistes du Tour nous trouvent un petit peu le contraire. Ils peuvent être là du premier au dernier jour presque, parce que le Tour se présente aussi comme ça. Mais regardez Thomas Voeckler, qui a été aussi un petit peu le chouchou des Français pendant un moment. C'était un coureur offensif. Il est devenu le chouchou des Français quand il a porté ce maillot jaune et qu'il a lutté face à Armstrong et qu'il chaque jour il arrivait à conserver les quelques secondes qu'il menait. Truc. Donc là, il a été dans un Tour de France hyper défensif. Cette année, il est devenu hyper connu. Mais qu'est-ce qui a fait le Thomas Voeckler des années et ce que les Français ont aimé ou le public a aimé? C'était aussi le Thomas Voeckler qui prenait des initiatives, qui surprenait tout le monde dans des attaques pour se dire pourquoi il repart dans une échappée comme ça. Puis finalement, c'est une échappée qui va au bout. C'est une échappée sur laquelle il gagne l'étape. Et quand il ne gagne pas l'étape, il prend le maillot jaune. Enfin, voilà, c'est aussi ça qu'on aime. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas non plus trop tôt vouloir se diriger vers le classement général. Il faut vraiment être dans une situation où on a toutes les qualités requises. Romain Bardet n'a jamais été aussi bon pour moi sur le Tour de France que quand il a décidé de ne pas vraiment toujours jouer sur le général. Il était là pour le général, mais quand il avait décidé de faire des grosses étapes de montagne, rendre la course difficile, prendre des initiatives. Romain Bardet, le dernier Tour de France où à Saint-Gervais de mémoire, il va chercher sa place sur le podium, il vire les oreillettes et avec Michael Cherel, il décide de faire la descente de Megève vers Saint-Gervais-Mont-Blanc sous la pluie. Christopher Froome va à la faute. Lui, dans la transition avec Michael Cherel, il continue à bloc. Il arrive au pied, il va gagner l'étape. Ça le ramène sur le podium du Tour. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà ce que les gens veulent voir. Et s'il peut gagner le Tour de France comme ça, tant mieux. Maintenant, ça me paraît forcément très compliqué. Donc, à aujourd'hui, je vous dirais, est-ce qu'on a le coureur? On a de très, 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 très bons coureurs. C'est encore pour moi trop tôt de vous dire est-ce qu'on a le coureur qui va. D'ailleurs, personne ne sait. Enfin, regardez, aujourd'hui, on a bien Remco Evenepoel en Belgique et rien ne dit qu'il va gagner le Tour de France. Et pour autant, c'est un coureur qui a déjà gagné un grand tour, qui a plus prouvé que n'importe quel autre coureur français. Et on sait que gagner le Tour de France, c'est encore pas acquis quand on voit la densité qu'il y a en ce moment. Donc, je pense que personne ne sait. Quand Pogacar est arrivé la première année, on ne savait pas qu'on allait tomber sur un phénomène comme ça. Claire. Toi, Damien, un coureur français qui s'est procuré des émotions, il me semble que tu as quelques noms en tête. Oui. Moi, je vais mettre un biais, voilà, mais bon, je vais être un peu joueur pour la nouvelle coqueluche. En fait, je vais aller chercher chez Groupama, parce que vous allez peut-être me contredire tous, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'équipe qui reste la plus populaire aux yeux des suiveurs français. Et là, on avait deux choix. Il y a deux superstars, entre guillemets, qui arrivent, ils vont devoir confirmer, mais
Et je vais choisir Romain Grégoire, alors que j'aurais choisi Lenny Martinez. J'aurais choisi Lenny Martinez, j'avais l'impression qu'il y avait déjà une sorte de transfert sur le fait que c'est un grimpeur. Donc j'avais l'impression que c'est le départ de Pinot. Il y a Lenny Martinez qui l'année passée porte déjà le maillot de leader sur la Vuelta, qui s'affirme en ce début de saison. Pour moi, l'histoire était toute tracée. Et puis il y a les rumeurs qui viennent d'arriver. Et là, Lenny, j'espère vraiment que les suiveurs français vont être compréhensifs s'il fait le choix de partir. Mais j'ai l'impression qu'il risque de passer de possibles coqueluches à un peu paria chez certains, heureusement pas chez tous. Donc voilà. Ah, mais là, vous avez peut-être une info que j'ai pas, parce que c'est quoi les rumeurs? Apparemment, c'est très très proche ou c'est fait, enfin on ne sait pas très bien, mais il signerait chez Bahreïn. Il D'accord. signerait chez Bahreïn dès l'année prochaine, a priori. Enfin, c'est ce qui circule. Après, tu sais bien, c'est des rumeurs, il faut toujours Ouais, attendre toujours ta être vigilant. Ouais. confirmation. Mais voilà, bon, ben, on sait aussi que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait que Groupama ne peut pas toujours s'aligner sur les superpuissances. Ça risque d'arriver chez nous, j'espère que non, mais Exactement. Destiny, qui cartonne, risque peut-être à un moment donné aussi, malheureusement, de devoir laisser partir ses meilleurs coureurs. Et voilà, et si Denis part chez Bahreïn, en plus Bahreïn, c'est pas l'équipe la plus appréciée Non. par les suiveurs. Donc En voilà, tous les cas, c'est pas celle qui va faire vibrer le plus les Français. Non. c'est ça, Mais c'est ça. alors, je connais pas super bien Lenny. Par contre, je connais un peu mieux la famille Martinez et son papa, entre autres. Je pense que c'est un coureur, ça, personne ne dira le contraire, de toute façon, de talent. C'est un coureur qui risque de nous faire vibrer dans des étapes de montagne ou autres. Et alors, ma conviction à moi, c'est pour moi le genre de coureur avec lequel il faut surtout pas l'enquiquiner dans un premier temps sur des classements généraux. Il faut le laisser Mhm. vivre sa vie, prendre des initiatives, gagner des étapes, gagner des classements de la montagne. Peut-être qu'un jour les choses arriveront parce que les choses se mettront très bien, mais euh, on peut toujours imaginer qu'on retrouve des coureurs dans des profils à la Pantani pour gagner des grands tours. Mais quand je vois les coureurs qui sont aujourd'hui capables de gagner des grands tours, outre bien monter, c'est des coureurs qui savent rouler très très vite sur le plat Ouais. et passer un petit peu partout. Alors Lenny sait faire beaucoup de choses, mais malgré tout sur le plat, je pense il aura quand même toujours quelques lacunes. Euh, et, euh, et je ne sais pas s'il a le tempérament, euh, le, ouais, le tempérament du coureur à nous faire vibrer. Je lui souhaite, hein, mais euh, Thibaut avait aussi ce côté un peu très franchouillard finalement, Mhm. avec sa ferme, ses chèvres, ces petits trucs qui nous rapprochent de ce qu'on peut connaître, en tous les cas, au fin fond de la France. Mais voilà, Lenny me paraît beaucoup. Alors, différent aujourd'hui, les coureurs sont jeunes, il y a les médias. C'est pas un coureur qu'on voit beaucoup dans les médias, par exemple. Oui, Non. je ne suis pas un truc, mais c'est pas un coureur qui est en permanence en train de communiquer, construire des choses sur sa communication. Il devra probablement travailler ça à l'avenir. Malgré tout, ça fait partie aussi du métier des coureurs cyclistes maintenant, quitte à ce que ce soit géré par quelqu'un à part, hein, à côté, mais c'est quelque chose qu'il devra probablement travailler. Donc, un coureur de grand talent qui gagnera peut-être des maillots de grimpeur sur des grands tours et le Tour de France probablement, qui gagnera de belles courses, fort probablement. Le preuve, il a déjà gagné l'Eguelia. J'allais y Euh, venir, en plus, avec un beau tempérament quand même, hein. Sur cette oui, course-là, par exemple, il a un beau tempérament offensif, hein. Alors, il se ouais, retrouve là un peu par hasard parce qu'il l'a dit lui-même, à la base, il va là pour Grégoire. Mais bon, après, ça oui. fonctionne, donc ça fonctionne. Donc, Hein. c'est ce qu'il faut être capable aussi de lire dans une course demain, c'est de se dire, OK, les circonstances de course ont fait que déjà, il faut être là, il faut être capable de la gagner, chapeau. Mais ce qui va faire un grand coureur, c'est je gagne quand on m'attend. Mhm. Van Der Poel gagne, tout le monde sait où il va attaquer. Ouais. Comment dire, Tadej Pogacar, il va attaquer, on sait qu'il va attaquer, on sait où il va attaquer et il gagne quand même. Donc maintenant, pour Lenny, il va falloir confirmer ce début de saison qui est très très compliqué et qui est très très bon, je veux dire. Et vous avez un très très bon exemple en Belgique, c'est Arnaud Delis qui vit un début de saison très très compliqué, Ouais. alors que c'est un coureur de talent, mais on a l'impression en ce moment je le connais maintenant depuis quelques temps, de pas retrouver le Arnaud Delis que j'avais déjà plutôt connu. Parce qu'il y a une pression médiatique, parce qu'à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, on en fait un favori, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il gagnait, c'était un exploit. Il n'était pas au rendez-vous, c'est pas trop grave, il est là pour apprendre. Maintenant, quand il est plus au rendez-vous, on va lui tomber sur le coin du nez, alors qu'avant, on lui disait, c'est pas grave, tu gagneras la prochaine. Et là, la pression, elle est là de jour en jour. Ça, Mais c'est clair. pour terminer sur Lenny, moi ici, je ne veux pas juger un transfert chez Bahreïn, etc. Juste au niveau sportif,
Est-ce que vous pensez, d'ailleurs tous les trois, que juste au niveau sportif, c'est un vrai beau pas en avant? C'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, Bahreïn, ces dernières années, c'est pas terrible, mais quand je viens de voir le numéro de Buitrago, Ouais, et ils ont quand même quelques bons coureurs, voilà. ça peut paraître, honnêtement, le choix me paraît surprenant. Quand Mhm. on vient de la Française des Jeux, qu'on a ce choix, et alors c'est probablement un choix qui vient, à mon avis, quand je dis de l'extérieur, c'est-à-dire, un agent, un entraîneur, qui l'emmène, là-bas parce qu'il y a, les intérêts à y aller. Alors toute réserve sur le fait que ça se passe, vous voyez, hein, Oui, voilà, j'allais dire, c'est encore à confirmer, bien évidemment. évidemment, ça reste, hypothétique, mais, je suis, oui, je suis assez surpris de ce choix. En tous les cas, c'est pas la première équipe vers laquelle on pourrait se diriger quand on a envie de, vous m'auriez dit, UAE, forcément, Ineos, Ineos, ouais. je me dis voilà, c'est des équipes qui vont pouvoir lui apporter. Je dis pas que Bahreïn ne va pas lui apporter, mais j'ai du mal à le voir dans cette équipe-là. Mais après, vous savez, la famille Martinez, c'est aussi une famille qui a du caractère, qui, sait s'imposer et se débrouiller un petit peu, à droite et à gauche et faire son truc. Donc, on en saura un petit peu plus là. Moi, j'avance un petit peu les yeux bandés sur ce sujet-là parce que d'une, je connais pas beaucoup Lenny. Vous voyez, j'avais même pas l'information qu'il y avait eu cet écho-là. Donc, ce qui est toujours dommage dans ça, hein, finalement, et je fais Oui. un parallèle avec le football. C'est comme Mbappé qui annonce avant le grand rendez-vous de l'année que finalement l'année prochaine il sera déjà plus là. Bon, il arrive encore à rester concentré, mais ça veut dire que Lenny, on va faire comment cette année avec l'équipe? L'équipe Mhm. va devoir s'appuyer sur un mec dont ils sont à peu près sûrs de voir partir. Si c'est la réalité, j'imagine que Marc et les autres sont des gens très intelligents, donc ils ne vont pas pénaliser Lenny Martinez, mais c'est forcément pas aussi simple que ça. Si vous avez Oui. un Romain Grégoire à continuer de faire évoluer, vous allez peut-être vous appuyer sur un Romain Grégoire, plus d'autres talents qu'il y a dans la Conti. Donc voilà, moi ça m'enquiquine un petit peu ces transactions. Qu'on ait des transactions aux sorties du tour pour la fin de saison, je me dis ça fait partie du jeu, c'est toujours comme ça, et tu construis ton avenir. Mais là, la saison, on est au début de saison, on n'a encore pas fait les classiques, quoi. Et potentiellement, un écho dit que ce coureur-là est déjà parti pour l'année prochaine. Ouais. Ça m'enquiquine un petit peu. Je préfère quand ces choses-là, elles sont traitées l'hiver et que finalement, on attaque le début de saison dans l'équipe qu'on a envie d'être, quoi. Cyril, en Belgique, tout le monde sait que tu es le meilleur consultant. Tu viens de le prouver, puisque ma question suivante était, tiens, est-ce que ça va changer quelque chose pour Romain Grégoire dès cette année? Et tu vois, tu viens de l'aborder avant que je pose ma question. Non, mais c'est vrai, Alors, je me suis posé la question. je vais rajouter une petite précision encore, si vous me permettez. Ouais. Je suis un bon consultant, mais alors, et c'est bien parce que je l'ai entendu il y a 2 jours dans la bouche de Jean-Michel Larquet. Vous connaissez Jean-Michel Larquet, Ouais. Ouais. grand consultant de foot. Et ils lui ont dit, ah, vous êtes en gros le meilleur. Et il dit, en fait, il lui parlait s'il avait des fiches à préparer ou autre. Et il dit, ben non, mais moi, j'ai pas beaucoup de préparation. Et moi, c'est un petit peu la même chose. C'est le direct qui va faire mon intervention. Moi, je suis là pour expliquer une course, la rendre compréhensible, expliquer pourquoi tel ou tel coureur va faire ça, pourquoi telle équipe va faire ça. Et le gros du travail, et là, j'envoie une petite fleur à Rodrigo parce que d'une, si on dit que je suis un bon consultant, c'est certainement parce qu'il me permet de me mettre en avant. C'est un peu comme un bon sprinter, il ne sera bon sprinter que s'il a un bon lanceur. Sinon, ça va toujours être un peu compliqué. Donc, le bon lanceur est Rodrigo et eh bien, celui qui va chapitrer, celui qui va construire le fil rouge d'un live, d'un direct, et ce qui me permet à moi de rester bien concentré sur le rôle qui est le mien. Et c'est ce qui fait que notre binôme fonctionne bien, c'est que Rodrigo a ce rôle de journaliste, et un rôle journalistique qui le mène à merveille et dans lequel il excelle. Et moi, je peux me permettre de me concentrer. Jean-Michel Larquet, finalement, faisait ce petit parallèle en disant, ben voilà, moi, je n'ai pas beaucoup de préparation. C'est le journaliste qui est à mes côtés qui va préparer tout le fil rouge du direct. Et moi, je vais être là pour dire ce que les joueurs font, ce qui se passe et potentiellement les choix tactiques et autres. Donc, merci pour le petit côté de très bon consultant. Mais il faut se dire que voilà, c'est une équipe, c'est un binôme. Et c'est le binôme qu'on forme avec Rodrigo, des fois avec Samuel, qui fait que ça fonctionne très, très bien. Et le lien avec Romain Grégoire était assez simple quand on se rapproche de la Groupama, qu'on parle d'espoir, de Lenny et de Romain, qui pour moi, lui, a des qualités probablement encore plus, plus massives. Quand je dis à l'avenir, je le vois plus performer dans des courses plus dures, plus longues, euh,
que Lenny, qui pour moi va, je pense, se cantonner dans un contexte de pur grimpeur. Et alors que pour moi, Romain Grégoire a probablement, comme on dit, plus de flèches à son arc, plus de cordes à son arc. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on avait fait, après je te donne la parole, Romain, on avait fait une petite projection, enfin un peu pour rigoler, etc., sur tout le cyclisme, Paris-Français, et moi je disais, Romain Grégoire, je le vois bien fin 2025 dans les 10 meilleurs mondiaux, parce qu'effectivement, alors on s'en parlait un peu, c'était un peu en jouant, mais effectivement plus complet, etc., que Lenny. Lenny qui nous a quand même un peu surpris là, même sur l'Estradé par exemple. Bon, je n'attendais pas Lenny Martinez là-dessus, mais c'est vrai que je te rejoins totalement, Romain Grégoire. Mais alors oui, effectivement, j'ai l'impression que si Lenny Martinez part, ben, ça donne encore plus de responsabilités à Romain Grégoire, plus de responsabilités, plus d'opportunités. Donc il y a du positif et du négatif finalement, plus de pression, mais le projet va peut-être plus se construire encore autour de lui, même si je pense qu'il était déjà évidemment une pierre essentielle de la Groupama. Ouais. Pardon Romain, Oui, je t'ai c'est clair. coupé. Oui, non, mais c'est vrai qu'on aborde ici de futures stars de Groupama, mais le cyclisme français ne s'arrête pas à ces deux gars-là. Et il y a effectivement beaucoup de jeunes qui sont peut-être un peu moins aujourd'hui dans l'œil des médias. On pense notamment à Kevin Vauquelin, par exemple, chez Arkea, qui est en pleine progression. Cyril, tu nous disais, chez Decathlon, on rêve d'écrire, voir cette une de l'équipe avec un vélo Van Rysel qui gagne Paris-Roubaix. Tu sais que chez Decathlon, en tout cas, on l'a vu ici pour les premières classiques de début de saison, il y a des gars qui marchent très très bien sur pavé. On pense notamment à Pierre Gautera qui est en train de se révéler. Sur d'autres types de courses, on a vu un Bastien Tronchon aussi très à l'affût ici en ce début de saison. On a encore vu aussi chez Quick-Step un jeune sprinter, Paul Magnier, qui est venu ici bluffer tout son monde. Finalement, est-ce que le vivier français doit s'arrêter à la Groupama? Non, c'est clair, l'analyse est très juste. Je pense qu'on a un vivier français qui est relativement très riche. Quand je reviens un petit peu sur Magnier, quand je dis hyper jeune dans le vélo, c'est-à-dire que c'est un coureur qui est passé Oui. par le VTT. Il a toujours démontré ses qualités. Et quand il est venu, le peu de fois il est venu sur la route, en tous les cas en France, il a montré que c'était un des meilleurs coureurs. Donc je pense que c'est un coureur qui ne va faire que progresser. Je pense qu'en fait, on ne sait pas où va s'arrêter un petit peu ce coureur pour l'instant. À en voir un petit peu ce qu'on en connaît, il est clair qu'il y a beaucoup de chances que ce soit plutôt un coureur qu'on voit sur les classiques, de par son gabarit. Maintenant, je pense qu'il quand on vient du VTT, on a forcément des qualités aussi qui vous permettent de grimper quelques bons talus. Donc, à découvrir, il faut le laisser mûrir, il faut le laisser trouver son registre. Quand on parle de Kevin Vauquelin, troisième, je crois, encore aujourd'hui à Tirreno. Ouais. Pour moi, ça, c'est un coureur qui est. Alors, Kevin Vauquelin, je vais me poser juste la question de me dire que ça fait 2-3 ans qu'on en parle. J'ai l'impression que c'est un bon coureur de début de saison pour l'instant. C'est-à-dire que c'est toujours un coureur qui attaque les saisons, qui marche très très bien. Là, je suis rassuré, c'est que j'ai entendu, et ça semble être validé. De toute façon, Kevin Vauquelin va faire le Tour de France en 2024. Donc là, il est en train de démontrer de belles choses. On attend de voir le résultat dans 3 jours, parce que être troisième du classement général aujourd'hui à Tirreno et être troisième à l'arrivée de Tirreno, il y a encore de belles choses à passer. On a les gros bras qui ont encore pas passé la seconde. Mais forcément, c'est une très très belle chose. L'avantage pour moi de Kevin Vauquelin, je pense que c'est un coureur qui doit être en mesure de bien grimper. C'est un coureur qui roule vite en contre-la-montre, qui sait bien se placer. Donc oui, il a plein de qualités. Et pour revenir ensuite à des coureurs comme Gautra, comme Tronchon, et moi j'ai toujours aimé, je me souviens il y a 2 ans, j'avais dit de Benoît Cosnefroy. Oui. Je pense qu'on a là un Julien Alaphilippe, mais qui pour l'instant s'ignore. Pour moi, il a exactement les mêmes qualités. Quand il va gagner, ce qu'il fait quand il gagne au Canada, à Québec, c'est extraordinaire. Sortir à 3 bornes de l'arrivée comme ça dans le talus, il a une capacité de résistance au lactique qui est énorme. Il a vraiment des qualités. Donc, j'ai toujours été un peu déçu de
de Cosnefroy sur le Tour de France parce que des fois, il est parti dans des trucs pour aller chercher le maillot à poids, puis ça n'a pas marché. Donc, on a envie de voir ça, mais il n'a jamais, pour moi, fait un Tour de France à 100% de ses moyens. Il a toujours été un petit peu affaibli. Là, j'ai l'impression qu'il fait un très, très, très bon début de saison. Preuve en est ses Strade Bianche. Sa victoire il y a quelques semaines à la Von Ardèche Classique. Donc, c'est un coureur qui, pour moi, est vraiment pétri de qualité et on devrait en entendre encore plus. Parce que quand Julien Alaphilippe gagne son titre, il a été aussi très partie prenante dans cette partie-là. Donc, c'est un des coureurs pour moi d'avenir. Et pour revenir sur Gautra, qui me démontre de très, très belles choses, qui était lui aussi issu du projet de la Between U19 Racing Team, comme peut l'être les Paré Peintres et autres. J'ai été agréablement surpris de ce qu'il a démontré sur Newsblad de mémoire. Newsblad, ouais, c'est ça. Newsblad, sur Newsblad, ouais, sur le mur. Il fait une super montée du mur. Ouais. Et donc, de belles choses à lui pour lui sur les classiques. Et ensuite, Bastien Tronchon comme Pierre Gautra, pour moi, l'avantage, c'est que ce sont des coureurs qui ne sont pas dans la lumière. Et c'est bien que Romain le précise tout à l'heure, on en parle un peu moins. Et donc, c'est des coureurs qui progressent petit à petit. Et on les voit gravir des échelons. Alors, Tronchon a gagné sa première course chez les pros, je crois. Donc, lui, c'est un petit peu différent. Mais malgré tout, d'année en année, on le voit. On a des Dorian Godon qui progressent aussi tout le temps. On a des Mathis Louvel. Voilà, des coureurs qui, pour moi, sont pétris de qualité, qui vont gravir les échelons step by step. C'est aussi des travailleurs. Il arrive un moment où on fait aussi appel, outre les qualités, qui ont plein de talent, eh bien, il faut aussi ces qualités de travailleurs. Et des fois, on a des coureurs qui sont des exceptions, qui ont tout le talent, et puis ça vient tout de suite. Mais des fois, ils se perdent un petit peu avec les années parce que c'est venu trop vite. Moi, quand j'analyse un petit peu dans ma carrière, j'ai gagné mon étape au Tour de France sur ma première participation. Est-ce que je regrette surtout pas de l'avoir gagné, ça on est bien d'accord, mais est-ce que j'aurais abordé certaines choses différemment si c'était pas venu la première année et qu'il avait fallu que je me relance la deuxième année, même si je me suis relancé sur d'autres trucs. Des fois, quand ça met du temps à venir, on construit, on progresse, on continue de travailler. Et je pense que quand on cite des coureurs comme Tronchon, comme Gautra, c'est des coureurs qui vont continuer de travailler parce qu'ils savent qu'ils sont là, mais ils savent qu'il leur manque encore un petit truc et on va pouvoir encore grappiller. Donc sur l'avenir, peut-être des valeurs encore un peu plus sûres pour de la régularité ou autre, à la différence, on l'a dit, de coureurs hyper talentueux, Martinez et Romain Grégoire, qui dès leur première année pro ont fait aussi quelques étincelles. Donc voilà, oui, le cyclisme français est pétri de qualité. Et je vous donnerai un petit nom. Allez, je vais vous en donner deux de coureurs qui, pour moi, il va falloir garder à l'œil. Ils sont encore juniors première année. C'est Hugo Boucher, champion de France cadet. Il vient faire 6 de Kurn cette année chez les juniors. Junior première année. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Karl Stanier. On garde ces noms-là de côté. On en reparle dans quelques années. Ils sont juniors. Mais pour moi, là, on a aussi deux beaux petits talents. On te réinvitera donc pour discuter de ça dans quelques années. Avec plaisir. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Ces deux coureurs de mémoire, en tous les cas, je sais qu'il y en a un, Hugo Boucher, c'est certain, il est à la U19. Il est à la AG2R U19. Karl Stanier, je pense aussi, mais je ne suis pas certain. C'est vrai qu'il y a plein de bons jeunes, parce qu'on pourrait en citer tant et plus. Hein. On n'a même pas cité le nom de Axel, je ne sais jamais si on dit Zinglé ou Zag, qui est très bon. Axel Laurence, Axel exactement. Laurence. Enfin, il y en a paquet. C'est vrai que je n'ai pas cité Axel, mais pour moi, c'est champion du monde espoir déjà. Il est pour le coup, je pense, dans une bonne équipe pour utiliser ses qualités. C'est aussi ça qui est important de voir. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'équipe qui va vous permettre d'utiliser vos qualités. Et Axel Laurence, moi j'ai couru avec son papa Franck Laurence, qui avait gagné quand même pour la petite histoire Liège-Bastogne-Liège amateur à l'époque. Et donc Franck était très rapide, très vite, mais passait aussi très bien les bosses. Et ce sont les qualités d'Axel. Et je pense que là, pour le coup, Axel, il est vraiment dans la bonne équipe. Pour utiliser ses qualités. Aujourd'hui, c'est quand même le seul qui a battu Mats Pedersen depuis le début de saison. Dans un mano à mano, et de quelle manière. Donc, je pense qu'il s'est refixé d'autres objectifs un peu plus lointains.
et c'est une équipe qui semble être en mesure de vous guider vers vos objectifs. Il est probablement aussi conseillé, ou en tous les cas, quand on a dans son équipe un Mathieu Van Der Poel qui est le roi des courses d'un jour, qui est le roi de l'explosivité, il joue sur un terrain assez proche en termes de qualité, hein. Très rapide au sprint, grimpe peut-être, je dirais peut-être que Axel grimpe un tout petit peu mieux si c'était un peu plus long, mais un peu moins explosif. Mais voilà, donc je pense que voilà, Axel, un coureur qui va aussi pour moi faire de belles choses. Rappelez-vous qu'il avait quand même fait deuxième du Grand Prix de Plouay, juste derrière Van Aert au sprint. Un sprint Ouais. à 15 ou 20 coureurs. Je sais qu'Alexis il brûle d'aborder un autre sujet là, il brûle d'impatience. Mais juste avant qu'on arrive à ça, un petit mot peut-être sur les anciens, parce qu'on parle Ah bah beaucoup oui, des jeunes, on en mais oublie Gaudu et certains. Madouas sont même pas encore des très anciens. Donc on a déjà eux qui sont entre deux, et puis on a encore les Bardet, les Desmar, les Alaphilippe, on en parlait tout à l'heure, qui sont quand même toujours là. Est-ce qu'on les enterre pas un peu vite en parlant toujours de la jeunesse dorée? Et on a un peu tendance, à la limite, Gaudu et Madouas, on en parle encore un peu, mais Romain Bardet par exemple, moi j'ai l'impression qu'on n'en parle presque pas. Oui, oui, non, mais c'est clair. On n'en parle pas. Romain, c'est un coureur, bon, ça, plus personne n'a besoin de le savoir, de qualité, qui est consciencieux, qui fera son métier de coureur cycliste du mieux possible jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, c'est un coureur qu'il ne faut pas enterrer, qui va aborder des grandes échéances. Je ne sais pas quelles échéances ce sera, mais il les abordera sans pression, en fait, hein. Maintenant, Robin Bardet n'a plus de pression, quel que soit le départ d'une course qu'il va prendre. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ça ne changera plus sa vie, ça ne changera plus sa carrière. Donc, il y va beaucoup plus sans pression. Donc non, il ne faut pas les enterrer, mais je pense qu'on en parle un petit peu moins parce qu'on a toujours envie de parler des jeunes et on attend toujours beaucoup. Julien, en ce moment, il est en train de vivre un moment très, très difficile. Et quand la roue ne veut pas se mettre à tourner du bon côté, bah, en vélo, c'est vite compliqué. Donc, je souhaite que les choses se remettent dans l'ordre pour Julien le plus tôt possible. C'est un coureur qui le mérite. Enfin, il a tellement donné pour le cyclisme français, pour le cyclisme en général, Ouais. qu'aujourd'hui, je trouve que des fois, certains sont un petit peu durs avec lui. Il y a encore 2 jours, j'entendais des propos de Jérôme Pinault, mais c'est juste presque à vomir, même si Mhm. c'est vrai que Julien marche moins bien, mais je trouve qu'on ne peut pas tenir des propos comme ça. Bon, bref, c'est comme ça, malheureusement. Je pense qu'il y en a qui ont besoin aussi de jouer un petit peu ce qu'on appelle Lara les grandes gueules pour pouvoir continuer d'exister. D'ailleurs, c'est un genre d'émission qui sont. Et du coup, voilà, je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Arnaud Démare n'a peut-être pas fait le début de saison qu'il attendait, mais c'est un coureur qui est lui aussi très consciencieux. Donc, à un moment, il va trouver les ouvertures, il va savoir rebondir. C'est un coureur qui a déjà su passer des moments difficiles dans sa carrière. Donc, il va forcément à un moment trouver l'ouverture. Et puis, des fois, on a des très bons débuts de saison, puis on se dit, c'est bon, je vais faire des super classiques. Et puis, finalement, sur les classiques, ça ne marche pas. C'est déjà arrivé pas mal de fois à Arnaud. Peut-être que là, c'est un petit peu moins bien, mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, il sera au top et il sera très bien pour toutes les grandes classiques. Donc, il faut toujours être très, très vigilant avec ça. Donc, je ne pense pas qu'on les enterre, mais fortement, on en parle un petit peu moins parce qu'on a une actualité avec quelques coureurs français qui est un petit peu plus riche. Et puis, donc ça, c'était pour les plus anciens, mais qui ne sont pas non plus encore des très vieux. Et puis, David Gaudu, là, je reste un petit peu plus sceptique. Je pense qu'on a mis David Gaudu trop haut, trop vite. Nous aussi. Je pense qu'on Ouais, aurait dû dire à on a un David, peu cet écoute, avis aussi. ouais, bon, mais très bien, parce que je pense qu'on aurait dû dire à David, écoute, continue de faire un grand tour, 2 grands tours, j'en sais rien, lesquels. Tu te fais plaisir, tu joues pas le classement général, tu vas dans des coups, t'es devant, tu fais 5, tu fais 5, tu fais 15, tu fais 15. Le jour où ça va pas, bah, tu prends un peu de relâche et puis tu iras regagner d'autres courses après. Et puis viendra le moment où tu sentiras que ça va le faire et que c'est l'année où il faut se mettre un petit peu en retrait à certains moments parce que tu as passé finalement très bien des parties qui t'étaient pas favorables sans encombre. Donc tout est plutôt bien mis. Bon, bah ok, allez, on essaie d'être un peu plus vigilant. Et en fait, l'année dernière, on l'a propulsé dans un mode leader, alors que la vedette, en plus, c'était Thibaut Pinot. On en a parlé il y a quelques temps. Pas simple pour lui, ça s'est pas mis comme il fallait, surtout que ça faisait déjà un mois qu'il marchait pas bien. Donc, c'était pas une vraie nouveauté. Donc, et là, j'ai vu qu'aujourd'hui, il fait encore une faute de débutant, hein, si j'ai bien compris, mais c'est le dernier qui va pour enlever son kawaii et dans une partie où finalement la course est déjà plutôt bien lancée.
et il vient faire une faute, si j'ai bien compris, en mettant la manche dans sa roue et en tombant. Bon, ben, c'est des fautes, mais ça vient pas par hasard. C'est des fautes qu'on doit malheureusement pas faire, ça arrive. Mais quand ça arrive à un coureur comme David, qui est en train de se poser aussi beaucoup de questions, il y a, on parlait tout à l'heure de l'arrivée de Denis Martinez et autres. Aujourd'hui, les stars de l'équipe, c'est pas David Gaudu pour l'instant. Donc, il y a des petites erreurs. Et puis, bah, le problème, c'est comme on l'a propulsé dans un mode leader sur le Tour de France, à chaque fois que tu refous tes pieds sur le Tour de France, bah, on attend de toi au moins ça. Et je pense que bah, il y a une année, il fait 5 ou 6. Fait 4 même, Et je crois, d'après, on non le propulse potentiellement vainqueur du Tour. Enfin, je ne sais pas s'il y a un moment, les gens avaient regardé comment s'était déroulé le Tour de France, qui manquait à ce moment-là, qui avait abandonné le Tour. Enfin, il y a toute cette analyse-là. Et Qu'il je a pense aidé. qu'on aurait dû faire cette analyse pour se dire, OK, si on rajoute tous ceux qui auraient potentiellement dû être là, alors vous me direz avec des si, on met Paris en bouteille, OK, mais la réalité, c'est quand même ça. Et on aurait pu se dire, OK, David, on y va. On n'y va pas pour le général encore cette année. Si on sent que ça se met bien, ben, on adaptera. Mais on n'y va pas plus pour le général que ça. Et David, il a certes progressé, mais je crois de mémoire que quand on avait fait cette analyse-là, donc c'est l'année où Vingegaard gagne son premier Tour de France, il y a une grosse étape où Van Aert avait fait un numéro d'ailleurs. Et c'est Van Aert qui vient remettre Gaudu, qui était à Tartawin, qui avait sauté dans un col, qui vient remettre Gaudu dans le jeu au pied du dernier col. Au pied du Granon. Il a fait 15 bornes, je pense, de scooter derrière Van Aert. Et au pied du col, il revient. Donc, il n'a pas mis un coup de pédale. Il s'est un peu refait la cerise. Tout va bien. Et finalement, il vient faire une super ascension. Quand Pogacar explose, serre le moteur. Et du coup, ça le remet dans le jeu pour le classement général ce jour-là. Mais s'il n'y a pas Van Aert et s'il n'y a pas Madouas ce jour-là, hop, c'est terminé, on n'en parle plus. Et ça, il faut être capable de le lire. Alors, bien évidemment, vous me direz, le vélo, c'est ça, et il y a quelqu'un qui l'a remis dans le jeu et ça marche. Mais il y a un moment, quand ça a réellement accéléré, il n'avait pas pu suivre parce qu'il n'était pas très bien. Donc, les circonstances de course, il faut aussi être capable de les lire pour se projeter. Et David Gaudu est pétri de talent. C'est un coureur qui est talentueux au possible. Mais pour moi, pareil, il va lui manquer encore. Il manque une ou deux cartes à son arc pour pouvoir envisager la victoire d'un grand tour. Surtout quand on voit les monstres qui sont en face de lui. Donc, David Gaudu, je ne le classe pas dans les anciens non plus. Je ne pense pas qu'il faille le mettre aux oubliettes. Mais je m'étais dit, pour moi, c'est un coureur qui doit déjà gagner un Tirreno ou un Paris-Nice avant d'envisager autre chose. Bon, il a repris une petite doudoune aujourd'hui. Donc, malheureusement, il faut espérer qu'il arrive à… Moi, j'ai hâte de voir. Je me dis que finalement, là, ce qui serait bien, c'est que finalement, on voit un David Gaudu offensif qui prend des initiatives parce qu'il est sorti du classement général sur Paris-Nice et qui essaie d'aller gagner une belle étape, qui essaie de secouer un petit peu ce peloton sur des étapes qui doivent lui convenir. En règle générale, je sais qu'il passait plutôt pas trop mal la météo qui semble pas très bonne. Et je pense que c'est ce qui attend les coureurs sur la fin de semaine sur Paris-Nice. Donc voilà, ce sera, je pense, un bon signe pour la suite si David arrive à rebondir et à repartir du bon côté avec une victoire d'étape sur Paris-Nice, un classement de maillot à poids, par exemple, qu'il irait chercher sur les deux grosses étapes de fin de Paris-Nice qui sont assez dures. Mais David, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire que cette année, il va sur le Tour pour faire quoi? On sait très bien qu'il ne peut pas gagner le Tour. Enfin, je pense qu'il ne peut pas gagner le Tour cette année. Il va y avoir tous les monstres qui sont là en face. Et pour le coup, en plus, là, il va y avoir plus d'équipes que d'habitude en face. Donc, allons sur le Tour avec d'autres objectifs, je pense. Ouais, c'est vrai que David Gaudu, finalement, n'a que 27 ans. Hein. C'est un âge auquel, il y a encore 10 ans d'ici, on allait finalement entrer seulement dans la phase active ou en tout cas dans les plus belles années d'une carrière. Ici, on a cité des Lenny Martinez, des Romain Grégoire et tant d'autres qui arrivent déjà derrière. On a l'impression qu'à 27 ans, on est peut-être déjà sur une phase descendante de carrière. On sent que le cyclisme bouge beaucoup. Alexis, d'ailleurs, c'est un truc qui toi, te marque particulièrement. Sur justement ce changement finalement de perception, de vie du peloton. Oui, en effet, en fait, aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler du matériel, on a eu l'occasion de parler un peu de l'aspect psychologique, mental, d'un éventuel transfert aussi de Martinez chez Bahreïn. Tout ça sont des petits éléments qui peuvent influencer la performance
d'un athlète. C'est des éléments, on aimerait bien en parler avec toi, Cyril, mais avant ça, il y a quand même un élément qui vient chapeauter le tout et qui est très marquant, c'est la différence de budget énorme entre les différentes structures. Et voilà, on remarque une différence de performance aussi en fonction de ce budget. Du coup, on se demande, est-ce que selon toi, on doit laisser un petit peu ce système concurrentiel ou bien il est temps peut-être de trouver des solutions extra-sportives pour un peu minimiser le gap entre les différentes structures? Ah, c'est compliqué. Finalement, j'ai l'impression, oui, ça y fait beaucoup. Je pense que ça a un effet énorme quand on est sur les grands tours. Enfin, ces différences de budget parce qu'on arrive peut-être à mieux préparer, on arrive à peut-être avoir une course à l'armement technologique, donc du matériel peut-être un peu plus performant. Mais encore, heureusement que ça ne fait pas tout. Regardez, hier, on a fait tout un tabac sur le casque, puis finalement, il ne gagne pas le chrono. Donc, on peut mettre autant de trucs qu'on veut, il faut quand même en avoir dans les jambes. La Jumbo en a, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas les casques qui vont faire la différence. Euh, pour revenir à ce sujet-là, on aimerait bien c'est que l'UCI se penche plutôt sur des sujets comme ça pour éviter qu'on ait des carénages que des chaussettes qui montent au mollet, quoi. Donc ça, c'est quand même important. Regardez, cette année, l'équipe de Stefanello, l'Autodestiny, loin d'être le plus gros budget, mais avec un bon travail de fond. Je pense que Stéphane a fortement œuvré sur la motivation. On parlait de Van Gils l'autre jour. Je me souviens m'avoir mangé avec Stéphane au mois de mai-juin l'année dernière. Et Van Gils avait fait un bon Dauphiné. C'était mai, je vais rester après ça. Avait fait un bon Dauphiné où on était pendant le Dauphiné. Et en fait, il avait plutôt acté qu'il ne ferait pas le tour. Et Stéphane lui a dit non, il faut, tu marches, on va préparer, on va faire le tour. On ne va pas le préparer pour le gagner. Ce n'est pas le but. Mais le Tour de France, les grands tours sont des choses qui vous font passer un cap dans une carrière. Et je pense que Stéphane a bien discuté avec Van Gils. Il l'a convaincu de prendre le départ du Tour. Il fait quand même 2 d'une étape et pas des moindres. Et ensuite, ce Tour de France, même s'il a dû l'abandonner, l'a fait passer un cap, probablement des caps qui lui permettent d'aller aujourd'hui titiller les meilleurs dans une World Tour sur une course d'un jour, de répondre présent sur une Strade Bianche qui est une course super dure. Voilà, il y a le budget, on est d'accord, mais ça ne fait pas tout. Alors le budget va permettre certaines choses. Est-ce qu'il faut le limiter ou pas? J'ai plutôt connu des années où on disait il n'y a pas assez d'argent dans le vélo, donc là il y en a, on ne va pas pleurer. Tant que le budget est bien utilisé, ça me va. Moi, je m'appuie sur voilà, il y a quand même des équipes. AG2R à la mondiale, c'est pas le plus gros budget de l'année. Pour autant, c'est pour l'instant la première équipe au classement UCI avec le nombre de places, victoires et autres. Pas nombre de victoires, mais avec les points qui ont été engrangés par leurs différents coureurs. Donc, je pense qu'il y a un état d'esprit que Stéphane a su bien insuffler dans l'équipe de l'Autodestiny. Le travail avec les jeunes générations pour construire le futur et construire ce que l'on appelle un plan de carrière, c'est-à-dire qu'en fonction des qualités d'un coureur, être capable de le guider vers là où il va pouvoir s'exprimer et pas forcément vouloir lui faire des choses qu'on a envie de lui faire faire, mais qui ne sont pas les trucs qui vont lui plaire. Donc, il y a ce côté argent, budget. Oui, quand on a 50 millions, c'est toujours plus simple que quand on en a 20. Mais peut-être que quand on en a 20, on va devoir juste réviser un petit peu ses ambitions, être présent sur moins de choses, mais être tout aussi présent. Et on ne répondra peut-être pas sur les 3 fronts à chaque fois. Voilà, peut-être que la force de la Jumbo et d'Ineos, c'est de se dire qu'ils peuvent être aussi forts presque à Tirreno qu'à Paris-Nice. Et peut-être qu'un Lotto Destiny doit se dire, nous, on va être fort qu'à Paris-Nice, par exemple. J'en sais rien. Ouais. Donc, voilà, est-ce qu'il faut le réglementer? C'est compliqué parce que si on entend les bruits qui font que demain, il y a Red Bull qui doit arriver dans le vélo, ils ne vont pas venir avec 3 francs 6 sous. Donc, ils vont venir pour développer une équipe, pour faire quelque chose de bien. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de ça. Qu'est-ce qui fait vivre un sport? C'est aussi les sponsors. Et qu'est-ce qui fait venir les sponsors? C'est la médiatisation d'un sport. Donc, plus il y a de l'argent, plus le sport va être médiatisé. Plus il y a de médiatisation, plus il y aura de l'argent. La seule petite alerte à tout ça, il faut que ce soit bien cadré. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive dans tout ça. Maintenant, si les coureurs sont mieux payés et que le métier est bien fait et que tout est respecté, moi, ça me va bien. Ça me va bien. Est-ce que pour autant,
On a toujours eu des égéries d'équipes qui sont plus fortes que d'autres. Ouais, ça a existé. Puis il y a des années, ils sont moins forts. Et puis, bah oui, c'est vrai que quand on se présente à Jumbo, enfin, c'est Visma Visma. Leasebike, Ouais. on peut avoir peut-être 4 ou 5 leaders dans l'année. Il y a d'autres équipes qui vont devoir travailler différemment. Et ça allait être une petite question. Ah, pardon, Ouais. Alexis. Non, justement, je voulais faire le lien, tu parlais d'état d'esprit. Ici, on voulait justement s'adresser à l'ancien coureur professionnel. Nous, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la santé mentale des coureurs. On a quand même pas mal d'exemples de coureurs qui ont fait des burn-out, d'autres qui se sentent mieux dans certaines structures que d'autres. On a parlé d'Alaphilippe, on peut aussi, se demander s'il n'y a pas, et on tient à préciser qu'on serait les derniers à jeter la pierre, on peut se demander s'il n'y a pas un petit décrochage mental aussi à ce niveau-là. Et du coup, on se demandait quel est le lien, à quel point le lien est puissant entre, le fait de bien se sentir dans son équipe et la performance? Oui, alors en fait, on est tous d'accord pour se dire que pour être bien physiquement, il faut déjà être bien dans sa tête. Si vous êtes perturbé par telle ou telle chose, les choses se passent pas comme vous voulez et ça devient très compliqué. Vous mettez peut-être pas la même intensité dans vos entraînements. Vous faites peut-être des fautes d'attention à des moments et parce que vous êtes perturbé par autre chose. Donc non, il est clair que pour que tout se passe bien, il faut être bien dans sa tête. Le métier de coureur cycliste, il faut se l'avouer, a complètement changé entre alors déjà l'époque avant la mienne, mon époque et l'époque de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des coureurs juniors sont presque pros. Les meilleurs juniors mondiaux hein, et même français vivent dans des équipes. On reprendra la Decathlon AG2R qui est quasi une équipe pro de juniors, comme il y a l'équipe Bora, comme il y a des équipes réserves. C'est des jeunes qui font du vélo comme chez les pros. Donc forcément, il y aura une fatigue mentale de ces coureurs-là qui sera un petit peu plus précoce peut-être que nous, on a pu l'avoir, parce qu'en junior, on n'était pas dans un cursus aussi professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est pas que l'entraînement, parce que pour le coup, on était assez consciencieux sur l'entraînement, mais c'est tout ce qui va être alimentation, rouler avec un vélo de chrono. Nous, le vélo de chrono, on le prenait quand il y avait un chrono et basta, quoi. Eux, il y a des entraînements spécifiques. Moi, je le vois un petit peu avec Chloé, avec ma fille. Aujourd'hui, elle a des séances d'entraînement où elle utilise le vélo de chrono parce que on sait que ça va être important. Et pourtant, en junior, elles n'en ont pas 36 000 dans l'année. Mais voilà, toutes ces petites choses-là viennent du milieu professionnel, se diffusent un petit peu dans le milieu amateur. Les meilleurs juniors garçons eh bien, vivent quasiment sous le rythme du professionnalisme, avec l'exigence du professionnalisme. Si on veut être parmi les meilleurs mondiaux chez les juniors, je pense qu'il faut, on n'est pas obligé de faire autant de kilomètres, peut-être avec autant d'intensité. En tous les cas, on a moins de puissance qu'un pro. Mais quoi qu'il arrive, on vit comme un pro. Donc forcément, il y aura une petite fatigue mentale. Il va y avoir ces coureurs qui ont cette capacité à le vivre simplement et d'autres qui vont le vivre un peu sous la contrainte à certains moments. Et je vais reprendre deux exemples assez parlants pour moi. Pour moi, un Tadej Pogacar fait aujourd'hui encore du vélo avec le plaisir de faire du vélo. Il va rouler avec Urska, il se fait plaisir, on voit la joie de vivre, il gagne des courses, donc forcément ça aide. Il est dominant, mais ce que je veux dire, on sent qu'il n'y a pas, on ressent pas en lui pour le coup cette contrainte. On n'a pas l'impression qu'il fasse. J'ai aucune crainte, je pense qu'il le fait, mais on n'a pas l'impression qu'il fait le job à bloc sur la bouffe, on n'a pas l'impression qu'il fait le job à bloc sur tout. Voilà, il vit sa vie. Petite anecdote encore, voilà. La première année où il gagne le Tour de France, avec Rodrigo, un soir, on repart d'une étape. On fait 10 km pour rejoindre notre hôtel. Et qu'est-ce qu'on voit? Arrêter sur le bord de la route, une voiture de UAE et une autre voiture. Et en fait, je pense que c'était Tadej Pogacar qui était avec Urska. Donc, il y avait d'autres personnes du truc. Mais voilà, ils avaient trouvé un endroit où il n'y avait personne. Et ils pouvaient discuter calmement, pas à l'hôtel où il y a du monde, pas au truc. Voilà, je pense qu'il a besoin de ces moments simples et il ne se prend pas la tête avec ça. Donc ça, c'est la force. Pour réussir, il faut savoir se faire plaisir. Je bosse avec quelques jeunes, j'aurais dit, avant tout, fais-toi plaisir. Si tu commences à avoir des contraintes, c'est bien compliqué. Moi, quand j'ai arrêté le vélo,
j'avais plus cette hargne et cette envie d'aller faire 4 heures, 5 heures, 6 heures de vélo ou des intensités parce que j'avais plus cette capacité de le faire. Bon, ben voilà, il y a des moments, on arrive peut-être à de la lassitude. Julien Alaphilippe est peut-être dans une période où, j'en sais rien, je ne connais pas ses entraînements, peut-être qu'il est tout aussi assidu, mais perturbé par d'autres choses, donc ça ne marche pas aussi bien. Donc forcément, quand vous faites les mêmes efforts, mais que vous n'avez pas les mêmes résultats, bah, vous vous remettez en question, vous dites qu'est-ce que je dois faire différemment. Et puis finalement, ça devient plus dur. Quand il faisait peut-être 10 fois, enfin c'est 5 fois 30-30 ou 10 fois 30-30 et que le week-end, il allait gagner une course, et bien la semaine d'après, il pouvait recommencer ses séries et ça allait bien et il était mentalement prêt pour aller gagner la course suivante. Là, tu fais les efforts à l'entraînement, tu vas à une course, tu te casses la gueule, ou quand tu te casses la gueule, tu te fais sortir à 15 bornes de l'arrivée, bah, forcément, quand tu retournes à l'entraînement, tu as la hargne, tu y vas, et au bout de 2 semaines, tu dis bon, bah, ok, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je veux gagner des courses, j'en ai toujours gagné, je veux continuer d'en gagner. Puis finalement, j'en gagne plus, donc ça devient plus compliqué. Donc, le métier de coureur cycliste, c'est professionnalisé sur tous les plans. Donc, il est indirectement beaucoup plus exigeant qu'il ne l'a été à une époque. Et forcément, eh bien, on peut avoir plus de lassitude. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur des coureurs comme Tronchon, Gautra et d'autres que l'on a cités, qui sont des coureurs qui progressent petit à petit, qui ont déjà cette capacité à la remise en question régulière, puisque ce n'est pas les coureurs qui gagnent tout le temps. Et le jour où ils vont gagner, ça sera encore plus facile. Mais quand on gagne très vite, le risque, c'est quand on ne gagne plus, ça devient très compliqué. Damien, tu avais… Non, mais Non. si, j'avais un truc, mais c'est un petit retour en arrière en fait. On verra si on le monte ou pas. Tout à l'heure, oui, on coupera, on remettra. On parlait des budgets, tu vois. Un truc qui est embêtant avec les budgets, en dehors du fait que Jumbo, enfin Visma, je fais la même erreur que toi, que Visma a dit ce bike soit présent tout au long de l'année, c'est aussi quand tu vois l'armada sur le Newsblatt, c'est te dire, mais même on va pas se mentir, ils ont foiré leur course et ils gagnent au bout. Et ça, c'est un Ouais. truc où tu te dis, mais là, ça devient vraiment compliqué. Et moi, je me suis toujours demandé devant ça ou devant UAE qui va envoyer une équipe mais super puissante sur le tour cette année, est-ce que c'est impensable d'avoir des alliances des plus petites équipes, je vais le dire comme ça, dans le peloton, parce que peut-être chacun va penser à son petit intérêt. On respecte toujours, hein, on roule pour un top 6, on roule pour défendre un top 8. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas se dire, mais merde, allez, c'est plus chacun pour soi, c'est le monde contre UAE ou le monde contre Visma. Ça semblait probable, Ouais, ça. ouais, ça, j'y crois pas vraiment. Sur une étape, il pourrait y avoir à un moment une collision, des ententes entre tel ou tel coureur ou telle équipe. C'est ce qu'on appellera la circonstance de course. Mais je ne crois pas du tout à une sorte de regroupement ou d'entente un peu qui fait qu'on a juste envie de les battre, quoi. Le Mhm. problème, c'est quand tu commences à courir pour faire perdre quelqu'un, tu ne gagnes pas souvent. Oui, 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 oui. C'est Donc, pas non plus mieux vaut l'esprit du courir pour sport. gagner. Et puis, bah, des fois, tu vas perdre, mais tu as des chances aussi de gagner. Il y a un petit point que je m'étais noté, je relis un petit peu ce que j'avais mis, mais quand on revient sur ces grosses cylindrées, moi, le seul petit truc que je regrette finalement, c'est qu'on ait des coureurs qui, pour moi, ont des qualités pour gagner des grandes courses, qui Oui. finalement préfèrent aller dans les plus grosses équipes avec d'autres gros leaders en se disant que c'est probablement là qu'ils ont le plus de chances de gagner, plutôt que de se dire je vais être leader unique dans une équipe un peu plus petite, mais je veux être le meilleur. Et c'est un petit peu ça. Je trouve qu'on a des fois enlevé un petit peu le goût de la victoire et on se dit bah tiens oui, c'est peut-être plus simple si je vais chez Jumbo. Bah, peut-être qu'un jour, quand je vais être devant, derrière en contre, il y aura Laporte et Van Aert et du coup personne ne va rouler et je vais gagner. Bon. Mhm. Mais certains coureurs, quand on connaît leur qualité, va dans une autre équipe et essaie d'aller gagner. Mais on se rend compte que l'importance de la structure, de l'encadrement, de tout ça est tellement fort que bah, on a envie d'être dans les meilleurs. Regardez, l'exemple, il est aussi assez sympa, c'est avec Christophe Laporte. Christophe Laporte qui finalement, il y a 2 ans, et chez Cofidis, il n'est pas prêt, en tous les cas, quand on écoute, à faire les efforts pour aller en stage. Il n'a pas envie, hein, quand on écoute les gens de chez Cofidis, il ne veut pas aller en stage, il ne veut pas faire ceci. Bon, finalement, il fait un choix de se dire, bah, ok, je vais peut-être me faire mal psychologiquement pendant un moment, mais je pense que finalement, il ne s'est pas fait psychologiquement très mal parce qu'il a gagné tout de suite derrière, donc il s'est dit que c'était le bon choix. Donc ça lui a bien servi. Et alors c'est vrai que ça vous tente à vous dire, bah, c'est plutôt là-bas qu'il faut aller.
Alors moi, j'ai envie de dire aux autres aux autres structures comment on arrive à faire pour que ce qui est mis en place là-bas puisse exister. Et là, on reviendra au côté budgétaire qui permet d'envoyer toutes les 4 semaines des équipes en stage, des mecs en stage à l'autre bout du monde, avec un encadrement, parce qu'il y a des équipes, vous allez en stage, vous n'avez pas le mécano, vous n'avez pas le soigneur. Ouais, mais c'est probablement ça qui fait la différence. On va dire, ouais, je prends Cofidis sans savoir. J'ai dit Cofidis, mais peut-être que Christophe ne voulait pas aller en stage parce qu'on lui disait, tu vas en stage là-bas, puis on t'aura un hôtel, mais tu n'as pas de mécano, tu n'as pas de soigneur, tu te débrouilles. Ouais, vous partez à 4, c'est quand même pas la même chose. Si tu vas là-bas, tu as toute une structure comme si tu étais sur un grand tour avec tout le truc. Et on peut même le soir, l'entraîneur, pour analyser les entraînements, adapter la bouffe. Peut-être que la différence, elle est là. Et peut-être que le niveau d'exigence, et ça, j'en sais rien, des grosses équipes n'est pas celui des équipes un peu inférieures. Alors là, allez savoir pourquoi. C'est juste une supposition. Hein. Je ne connais pas suffisamment le fonctionnement des équipes pour pouvoir le juger. Mais voilà, et ce que je voulais dire au début, c'était quand même de se dire qu'il y a des grands coureurs qui vont dans des grandes équipes et avec un leader encore supérieur à eux. Peut-être qu'ils auraient intérêt à aller dans une autre équipe pour se dire, allez, moi, je vais viser autrement. J'en sais rien. C'est compliqué. Des crève-cœurs comme ça dans ma vie, Cyril. J'en ai 2 qui reviennent tout le temps. Il y en a un, c'est un mauvais exemple. C'est Kwiatkowski, parce qu'au final, quand je regarde son palmarès, il a quand même pas trop mal gagné. Mais je pense qu'il aurait gagné encore peut-être plus en restant leader ailleurs. Et alors, le premier, c'est encore plus ancien, c'est Roberto Heras, que je voyais comme le concurrent de Lance Armstrong, qui signe chez US Postal. Ça m'a mon premier crève-cœur dans le cyclisme. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, il faut arriver à voir. Et là, on n'est pas suffisamment impliqué pour comprendre quel est l'intérêt que pourrait avoir un coureur comme ça. On dit peut-être à Heras, écoute, tu viens chez nous, tu gagneras autant de Tours d'Espagne que tu veux et tu seras l'équipier modèle pour le Tour. Et lui, finalement, il dit, moi, gagner le Tour d'Espagne, ça me va très bien. Et voilà, quoi. Donc, c'est toujours très, très compliqué hein, parce que nous, on voit souvent ça de notre lorgnette de supporters, d'amoureux du vélo. Et puis finalement, de l'autre côté, il y a des coureurs qui sont en train de construire une carrière. Et je pense que, alors, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des coureurs qui veulent se construire un palmarès. Van Aert, Pogacar, Van Der Poel, c'est des coureurs qui vont aller sur différentes courses avec des qualités, mais qui veulent se construire un palmarès. Pogacar ne se dit pas, je vais gagner le Tour de France. Il dit, je veux gagner le Tour de France, je veux gagner Paris-Roubaix, je veux gagner la Lombardie, je veux gagner les Strade Bianche, je veux gagner Milan-San Remo. Et donc, du coup, là, il se construit un palmarès. On a, pendant un moment, oublié, pour certains coureurs de talent, de se construire un palmarès. Ils construisaient une carrière. Et du coup, ils allaient là où c'était le plus simple ou le plus intéressant pour construire leur carrière. Quand on arrive dans une génération, quand on a en face de soi Van Aert, Van Der Poel, Pidcock, Tadej Pogacar, se dire que je vais me construire un palmarès, ça commence à devenir solide. Peut-être qu'on a intérêt à construire une carrière. Ouais. Il faut toujours voir le pour et le contre. Et nous, on n'est placé que d'un côté de la barrière. Et certains voient les choses autrement. Bien entendu, moi quand je te dis c'est un crève-cœur, jamais je trouve spécialement qu'ils ont fait des mauvais choix ou quoi. C'est un crève-cœur de supporters. Et pour Heras, en plus, il était si beau dans son maillot qu'elle met. Tu ne peux pas partir pour le maillot US Postal. Mais c'est vrai que les alliances de petites équipes, on se rappelle, alors je ne sais pas si c'était une alliance qui avait été vraiment orchestrée, mais lors du Tour des Flandres l'année passée, cette échappée incroyable qui part à pratiquement 100 bandes de l'arrivée avec Pedersen, avec Kung. Donc vraiment les gros leaders en dessous des super favoris, quoi. C'est quelque chose qu'on avait pu voir sur la RTBF et ça me permet de passer du coq à l'âne. La RTBF, les classiques flandriennes, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très très longtemps. C'est une histoire d'amour qui dure, qui se vit avec toi, Cyril, depuis 10 ans. On a appris que cette histoire d'amour, elle pourrait un peu s'effilocher dans la mesure où les Flanders classiques, comme on les appelle, c'est-à-dire si je pense des plus grosses courses flandriennes, vont changer de chaîne en Belgique. Comment est-ce qu'on explique ça Alors, on l'explique difficilement. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers. Ce que je me dis, c'est que le cyclisme voit son intérêt grandir, entre autres en Belgique, parce que vous avez de plus en plus de coureurs talentueux et sur tous les domaines.
La RTBF est là depuis plus de 50 ans à suivre les courses cyclistes, qu'il y ait des hauts et qu'il y ait des bas. Je me souviens quand moi je suis arrivé sur la RTBF, on n'imaginait pas un coureur belge champion du monde, on n'imaginait pas un coureur belge vainqueur peut-être de grandes classiques. On se posait beaucoup de questions, il n'y avait plus forcément de grands sprinteurs. Il y avait quelques très bons coureurs, bien évidemment, mais on avait plutôt l'impression qu'on allait arriver dans un petit creux. Puis finalement, est arrivé Van Aert, puis sont arrivés d'autres coureurs tout aussi talentueux. Et le cyclisme belge est certainement le cyclisme le plus prolifique. D'ailleurs, cette année, ça le prouve pour l'instant, parce que je crois que c'est presque 25 victoires pour des coureurs belges maintenant, je crois, depuis le début de l'année. Donc, c'est toujours très, très compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que la RTBF a toujours été là, dans les hauts comme dans les bas. L'intérêt grandissant du cyclisme avec les cyclistes belges arrivant, il y a d'autres TV qui viennent montrer leur intérêt. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils aient un intérêt durable et qu'ils soient aussi là quand le cyclisme se portera peut-être un peu moins bien. Ça reste une question. Est-ce qu'ils seront là quand il faudra suivre des courses où il n'y a plus de Belges devant? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, la RTBF sera toujours là, comme elle l'a toujours été. Mais oui, forcément, c'est aujourd'hui la part belle au cyclisme belge, ça suscite des intérêts. Tant mieux, ça fait revenir de l'argent, entre autres dans l'escarcelle. Alors, je ne sais pas si c'est payant ou pas. J'espère que ces chaînes sont gratuites et que les auditeurs pourront continuer de suivre toutes les grandes classiques. Alors, ça va. Potentiellement, si les choses se déroulent comme c'est aujourd'hui prévu, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus sur la RTBF la retransmission des courses de Flanders classique. Ça ne concernera que 6 ou 7 courses dans l'année. Ça veut dire que tout le reste, c'est encore bien évidemment la RTBF qui va les rediffuser. On sera encore là. Moi, j'ai un contrat jusqu'en 2025, fin 2025 avec la RTB. Donc, j'espère que l'aventure va continuer, qu'il y aura encore de belles courses à retransmettre. Oui, c'est vrai que 2025, ce sera 100 Tours des Flandres pour la RTBF. Mais voilà, je dis juste que c'est bien parce que ça veut dire que le cyclisme grandit et fait grandir son intérêt. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et de plus en plus de médias qui s'y intéressent. Ça fait germer des concurrences. Pour moi, la concurrence est toujours bonne à prendre, puisque normalement, elle te pousse vers le meilleur. Donc là, indirectement, le seul petit bémol que je mettrais, c'est qu'il n'y aura pas de concurrence. Pour moi, la concurrence, elle est bonne quand on oppose deux médias. J'ai le choix d'aller chez RTL, j'ai le choix d'aller sur la RTB, et les auditeurs, en fonction de leur affinité, de leur affinité avec telle ou telle façon de commenter, vont choisir le média avec lequel ils vont. Là, finalement, ce que je regrette aussi, c'est qu'on impose. C'est-à-dire qu'en fait, ce choix-là fait qu'on va dire aux téléspectateurs, le Tour des Flandres, vous n'aurez pas le choix, c'est sur RTL ou c'est sur rien d'autre, ou c'est à l'étranger. Voilà, ouais. Ce qui pourrait être aussi une solution, mais voilà. Donc, c'est malheureusement, moi, je ne suis pas dans les négos, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Voilà. Normalement, il y a des négos, mais je ne sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais je me dis que voilà, la RTB a toujours été là dans les hauts comme dans les bas. Est-ce que RTL demain sera là si le cyclisme belge vient à diminuer? Mais quand je vois les qualités des coureurs, je pense qu'on est encore là pour quelques années, on n'a pas trop de soucis. Donc voilà, il y a de l'intérêt à voir venir. Est-ce qu'ils arrivent parce que l'intérêt est grandissant et ils disent oui, quand on voit ce qu'il y a, on est au moins là pour 10 ou 15 ans, donc on n'a pas de soucis, on peut investir. Bon, voilà, mais le sport, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments qu'il faut savoir être là. Il faut voir comment tu es là, parce que moi, je ne suis pas pour jeter la pierre. De toute façon, Cyril, tu le sais, on a déjà un tout petit peu discuté off. Je ne suis pas pour jeter la pierre à RTL comme ça de premier abord. Notamment, on les avait critiqués quand ils ont eu quelques étapes du Giro. À partir du moment où, de toute façon, RTB n'avait pas, moi, plus il y avait de cyclisme à la télé en Belgique, mieux c'était. Après, ça n'a pas été. Enfin, voilà, ils étaient à leur essai et je vais leur laisser beaucoup de crédit pour que ça s'améliore, mais le résultat n'était pas hyper concluant. Nous, en tant que suiveurs, une image n'est pas égale à une image. On risque d'être fort frustré. C'est pas ici te flatter, ni flatter Rodrigo s'il nous écoute. On serait très honoré s'il nous écoute et on lui passe le bonjour. Probablement, ou il écoutera le replay, c'est sûr. Ouais.
pour nous, comment dire, c'est incomparable, c'est Ça a quelque un chose sang, avec ouais. lequel on est habitué. Oui, ça fait partie presque du cyclisme, en fait, de suivre ça avec Rodrigo Benkens et avec toi maintenant depuis pas mal d'années aussi. Et donc, voilà, j'espère que RTL, s'ils y vont, c'est une chose d'y aller pour le côté business. Et bon, bah, c'est comme ça, on vit dans un monde de business. Mais j'espère aussi qu'ils vont penser aux suiveurs. Et pas juste, on a pris l'argent, on a les images, donc de toute façon, ils vont venir regarder chez nous. Mais après, la qualité, on verra ce qu'on fera, quoi, tu vois. Oui, alors, de toute façon, je pense que c'est quand même un média qui va aussi faire très attention aux audiences. Donc, indirectement, si ils ne répondent pas aux attentes des suiveurs, en tous les cas de leur audimat, et que en fait c'est pas bon et que l'audimat est pas bon, forcément ils vont revoir et changer leur fusil d'épaule. Enfin, ils vont être obligés. Ils peuvent pas se dire, comme tu viens de le dire, on a les images et basta. Et si on n'est pas bon, c'est pas grave. Non, je pense qu'ils auront envie d'être bons. Je ne connais pas du tout quelle sera la structure, qui sera le consultant, le journaliste. Oui, on suppose, puisque on imagine que ce sera Kevin Nista. De mémoire, Kevin Stas, je pense. Mais le consultant, je ne sais pas qui seront les consultants. Ouais, je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils fassent du bon boulot pour satisfaire le public. C'est la seule chose qu'on puisse espérer. C'est de se dire que le rôle du consultant, c'est de faire vivre le vélo et de donner et de faire aimer le vélo. Si ce n'est pas le cas, ce sera un pari raté et c'est dommage pour le vélo. Ce serait dommage pour eux. Mais j'imagine qu'ils vont, comme toutes les grandes équipes dans le vélo, faire en sorte de faire la meilleure saison possible. Donc, je leur souhaite de réussir, d'avoir un bon duo. Malgré tout, oui, quand moi je vois en tous les cas les avis que l'on peut avoir, le ressenti de personnes que j'ai quand je vais en Belgique, qui me croisent, il est clair qu'il y a un vrai succès dans le duo qu'on peut former avec Rodrigo. Donc, c'est toujours probablement très compliqué de passer et de répondre présent. Bon, après, je me dirais que la nature humaine est faite ainsi et que les gens, finalement, des fois, ils s'habituent. Mais ça peut mettre du temps. Il faut être très bon. Moi, je te propose un truc en exclu, Cyril. Si on ne s'habitue pas, ben, on se retrouve avec toi, le petit plateau, avec toi, on regarde les images et on commente ça ensemble à partir de 2025. On paye pas bien, mais on a des bonnes bières, on est sympa, on prendra de la redoutable si tu veux, Je on vois, s'arrange. tu sais que j'ai l'œil et je vois la petite bouteille qui est sur ta. Ah, tu vois même, ben oui, je vais la montrer à J'ai tout le bien vu, monde. je la connais. Hein. J'ai essayé de t'amadouer, tout était prévu. Hein. J'avais pas vu la marque sur le truc, mais j'avais bien reconnu la bouteille. Ah ouais, ben Pierre-Yves voilà. sera content, je lui ferai une petite dédicace. Mais Ben du voilà. coup, mais voilà, allez, on va se dire, de toute façon, on a encore 2024 à faire et on va le faire bien. On va avoir un beau Tour de Flandre, un beau Tour de France, un beau Paris-Roubaix. Et puis 2025, en tous les cas, ce qui me concerne moi, ça me concerne que sur 3 courses. Le Newsblad, de mémoire à travers la Flandre ou E3 et À travers la le Tour Flandre. des Flandres. Et Ouais, après, E3, c'est pas Flandre Flanders, et ouais. Tour des Flandres. Ouais. je t'interromps juste 2 secondes pour citer pour les auditeurs au cas où. J'avais listé un peu les courses de Flanders Classic. Donc j'ai noté Newsblad, Go Weaver Game, à travers la Flandre, Tour des Flandres, Grand Prix de l'Escaut, Flèche Brabanson, et puis alors un peu moins connu, mais Tour du Labour, Brussels Classic et la fameuse course au raisin, chère à Björn Leukemans en son temps. Donc, moi, ça va me concerner sur 3 courses. Hein. C'est le Newsblad, le Grand Prix E3 et le Tour des Flandres. Et raison de plus pour que pas changer. Van Aert gagne le Round en 2024. Cette Parce année. que, Voilà. parce que moi, toutes mes émotions sportives, que ce soit en foot ou en vélo, ont été avec Rodrigo. Beaucoup d'entre elles ont été avec Cyril Saugrand aussi. Bah, j'espère que la victoire de Van Aert sur le Round sera avec Rodrigo et Cyril Saugrand. Je lui souhaite, et je serais tellement content qu'il le gagne, même si j'adore le cyclisme que l'on vit actuellement avec ses adversaires. Mais j'aimerais bien qu'un Van Aert gagne. J'ai été vraiment déçu l'année dernière sur Paris-Roubaix quand il crève à la sortie du carrefour de l'Arbre. Voilà, le vélo est ainsi fait et on ne peut pas faire grand-chose et on ne peut rien reprocher à Van Der Poel. Lui, il n'a rien fait. Il a la situation de course et il a saisi, c'est normal. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ouais, j'aimerais tellement le voir gagner une grande course parce qu'il est toujours là. Mais il lui manque encore un petit truc, donc Ça changerait tout. Ça changerait tout, ouais, exactement.
En tout cas, Alexis, bravo, chapeau, parce que dans un épisode consacré au cyclisme français, tu parviens à ramener Wout van Aert sur, Il a mis le sur temps. le Il a sujet. mis le temps. C'est mon Il a pari, mis il faut le que temps. j'en parle à chaque épisode, ça c'est obligé. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour en tous les cas des sujets qu'on voulait aborder ici ensemble. Cyril, un tout grand merci d'avoir participé à cet épisode du podcast. On l'a évoqué, hein, le cyclisme sur la RTBF, c'est avec Rodrigo et avec toi notamment. Le prochain rendez-vous en ce qui te concerne, c'est lequel? Bien, ça va être le Grand Prix E3, Le Grand Prix E3. juste avant le Tour des Flandres. Puis ensuite, ce sera la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné libéré, le Tour de France et les championnats du monde. Beau programme. Au Beau programme. programme, exactement. Effectivement. Exactement. Ben voilà. D'ici là, on se retrouverait évidemment sur le petit plateau avec Alexis et Damien. En tous les cas, ben, merci. Et un jour, il faudra passer le Oui. grand plateau. Hein. Ah, il faudra, mais on est encore très amateurs, on monte encore sur le petit plateau partout, donc Très bien. voilà. En tout cas, un grand merci de ta participation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve rapidement hein, sur le petit plateau tout au long de la saison pour faire les préfaces, mais aussi commenter les résultats des courses et bien d'autres choses. Le cyclisme, c'est le sport qu'on aime, c'est la passion qu'on essaie de vous partager et grâce à des invités comme Cyril, comme aujourd'hui, qu'on essaie de vous faire encore mieux comprendre de l'intérieur. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, à la prochaine.